Quand on devient parent, on espère toujours que notre enfant nous ressemblera, qu'il aura nos yeux, nos mains, notre sourire, qu'on saura lui transmettre nos valeurs et qu'on partagera avec lui de beaux moments, de grands moments. La chair de ma chair, le sang de mon sang, le gène de mon gène. J'ai été atteinte d'un cancer il y a 5 ans. J'en suis sortie plus forte. Aujourd'hui, je suis venue avec Anna pour savoir si elle aussi devra se battre et affronter cette épreuve un jour. Car derrière certains cancers, il y a le risque qu'ils soient génétiques ou d'origine héréditaire. Pour vous, pour vos proches, choisissez de savoir. Faites le test sur geneticancer.org. À l'âge de 24 ans, elle apprend qu'elle est porteuse du gène qui peut lui provoquer un cancer du sein ou des ovaires. À l'âge de 26 ans, après 2 ans de réflexion, elle décide de se faire retirer les 2 seins. Un geste courageux, un geste réfléchi, une opération lourde, aussi bien physiquement que psychologiquement. Je reçois aujourd'hui Laetitia Mendes, la fondatrice de Geneticancer, qui va partager avec nous son histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour Absatou. Comment ça va? Très bien. Je suis très touchée par ton histoire. Tu sais que tu as un coup de cœur depuis des années maintenant. Nous nous sommes rencontrés, j'ai entendu ton histoire et on ne s'est plus jamais quitté, toi et moi. C'est un coup de cœur réciproque. Ouais. J'ai senti qu'il y avait un écho et qu'on avait vraiment pu partager intérieurement toute cette histoire. Laetitia, à chaque fois qu'on évoque ton histoire, t'es émue parce que c'est une histoire qui n'est pas comme les autres. Alors on avait entendu parler de l'ablation des seins par Angelina Jolie, mais il y a plein d'autres femmes qui ont à faire ce choix difficile. Quelle a été ton histoire? Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'est une grande émotion et que malgré les interviews données à la suite de mon histoire et de mon livre aussi, depuis 5 ans, c'est jamais les mêmes. Parce que c'est une histoire de femme, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de transmission et c'est très lourd de sens. En fait, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman ont toutes développé à un âge très précoce un cancer du sein. Je savais que j'étais menacée et j'ai donc décidé de faire ce test génétique pour savoir si effectivement ce n'était pas une simple malédiction, mais bien un gène, un mauvais gène, responsable en fait de cette transmission de cancer. On ne se transmet pas que l'amour, on se transmet aussi la maladie. Et c'est vrai que quand j'apprends que je suis porteuse de la mutation génétique BRCA2, je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est de me faire opérer pour prévenir plutôt que de guérir. On parle souvent du cancer comme étant une maladie que l'on attrape, mais on parle très peu du cancer génétique, finalement, quand on l'a déjà en soi. Qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'il y a très peu de cas ou... C'est la transmission, tu viens de le dire. Certains types de cancers, en fait, sont vraiment dans la lignée et du coup, on peut redonner. Moi, j'ai une malchance sur 2 de redonner, en fait, ce mauvais gène, de retransmettre ce mauvais gène à ma fille. C'est un risque qui est très accru, qui avoisine les plus de 70% de malchance de développer un cancer un jour. Ce n'est pas le risque de la population générale. Donc c'est vrai que c'est compliqué à expliquer et ça a longtemps été tabou. Grâce à Angelina, on a commencé à parler d'un lien entre l'hérédité et le cancer. Et donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent retransmettre ce mauvais gène. Les hommes, les papas peuvent aussi le redonner à leurs enfants, à leurs fils, à leurs filles. Voilà. Et c'est là que c'est compliqué. Ce qui est bouleversant dans ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que tu sais que potentiellement, tu peux retransmettre ce gène à ta fille, qui a quel âge aujourd'hui? Elle a 13 ans aujourd'hui. Elle a 13 ans aujourd'hui. C'est un sujet que vous avez abordé ensemble. Comment tu vis ça? Parce que quand on est une mère, on essaie de transmettre de l'amour, et là, on sait que potentiellement, on a un gène que, malgré soi, on va transmettre ou qu'on peut transmettre à son enfant. C'est très juste et c'est ce qui a fait évoluer aussi mes interviews. Quand j'ai pris la parole il y a 5 ans, elle avait 8 ans. Là maintenant, on est à mi-parcours. Je savais qu'elle avait 10 ans devant elle pour choisir de se faire elle aussi tester à son tour et savoir. Et dans 5 ans, elle devra faire cette démarche. Elle aura 18 ans et avec son consentement éclairé, j'espère qu'elle aura envie de savoir. C'est compliqué parce que c'est vrai que moi, j'étais enceinte quand j'ai appris. Je ne le savais pas encore à 24 ans. Et comme tu le dis, je voulais lui donner tout, sauf ça. J'espère aujourd'hui. Ce qui me fait avancer, c'est que grâce à l'association Geneticancer, grâce au travail qu'on mène, j'ai l'impression que je vais lui donner une valeur ajoutée de vie.
J'ai envie de vivre encore toutes ces belles années à ses côtés et pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Ça, je pense que c'est vraiment capital pour moi. C'est douloureux pour toi au quotidien de te dire qu'elle grandit avec ça? Ça ne l'est plus. Je pense que j'ai vraiment fait un travail depuis plus de 10 ans, moi aussi, pour pouvoir en parler, pour que justement ça fasse partie de nos échanges d'une façon très libre et très décomplexée. Je suis aussi décomplexée. J'ai accepté ma nouvelle poitrine. J'ai accepté ma vie de femme, de mère, avec ce combat-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça crée aussi des liens très forts, très fusionnels avec elle. Je la trouve du coup très forte à sa façon. Elle a pour aussi habitude de me dire finalement, j'espère que comme toi, comme Tata, c'est comme si c'était une qualité de plus. J'aurai moi aussi ce caractère qui pourra prouver à la terre entière qu'on est des femmes fortes, comme mamie. C'est formidable. C'est formidable cette résilience, cette transformation en énergie positive de l'histoire qu'est la tienne, qui à la base est douloureuse et qui devient un exemple de vie, d'énergie, de force et de courage. Alors je voudrais juste revenir à cette décision que tu prends. Cette décision, elle a un impact sur ta féminité, de te faire retirer les seins. Comment ça se passe au niveau de la réflexion et puis après l'opération? Raconte-nous. C'est exactement ça, c'est un grand saut. Au moment où je prends cette décision, je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Ce que je sais, c'est que je veux absolument faire enlever ces bombes à retardement. Il y a comme une urgence de vivre. Que tu n'appelles plus des seins, des bombes à retardement. C'est des bombes. Pour moi, elles sont prêtes à exploser. À tout moment, la maladie peut arriver. Et je veux absolument éradiquer ce risque. Je ne veux pas engager mon pronostic vital. Donc, c'est vrai que je ne sais pas ce qui m'attend. Et en fait, je vais m'en rendre compte à mon réveil, c'est-à-dire malgré ce ciel si bleu, une projection à nouveau possible, j'ai une douleur incroyable qui m'écrase vraiment le thorax, qui m'empêche de respirer et qui va être compliquée parce que toutes les respirations qui vont suivre derrière vont vraiment être un pas après l'autre vers ma résilience, vers ma rédemption, vers l'acceptation de ce nouveau corps en fait. Et ça, c'est vraiment très compliqué à vivre. Cette résilience dont tu parles, ce chemin qui est le tien, il t'emmène où? À ce moment-là, il t'emmène où? Tu baisses pas les bras, je sens beaucoup de force, mais tu parles aussi effectivement de cette douleur. Tu gardes à chaque fois cette énergie positive ou il y a un moment où tu craques? C'est la question, c'est la bonne question. C'est une évidence. Je me souviens d'une question que m'avait posée mon chirurgien quand on s'était revus peu de temps après. Il m'avait dit bon, vous pleurez? Et je lui avais répondu qu'un peu. Il m'a dit si c'est qu'un peu, ça va. Je pense que comme tout le monde, en fait, ces moments-là sont des épreuves de vie. Quand tu me demandes où je vais, c'est que j'allais vers les autres. J'allais vers cette volonté de pouvoir livrer, partager cette expérience, partager ses pleurs, ses angoisses. Ça fait partie d'un parcours d'humain, en fait, de femme. Oui, mais à ce moment-là, tu sors de l'opération. Tu es dans ces douleurs-là. Comment tu arrives à penser aux autres alors qu'à ce moment-là, il faudrait penser un petit peu à soi? C'est vraiment ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Ne pas me recentrer que sur ce que j'étais en train de vivre, mais me dire qu'à un moment donné, ce que j'étais en train de vivre me servirait et servirait à d'autres. Et je voulais retrouver ma joie de vivre, mon entrain, mon appétit de continuer la vie d'une jeune femme de 26 ans. Je voulais pas que ça ait d'empreinte sur moi. Donc c'est vrai que cette reconstruction, cette volonté de renaître aussi de mes cendres, ça s'est vite mis en place un peu comme une stratégie pour pouvoir avancer. Et j'avais déjà dans ma tête les grandes lignes de ce royaume et de cette association que je pourrais un jour construire pour emmener toutes ces familles avec moi. Et quitte à ce qu'on pleure tous ensemble, quitte à ce qu'on rit tous ensemble, qu'on puisse vraiment partager tout ça, ne plus être seule. Je pense que la solitude, ça a été le plus lourd parce que même si j'étais très entourée de mes proches, justement, je me sentais proche, je me sentais seule. Comment tes proches ont vécu cela? Parce que toi, tu es la première touchée, tu es celle qui subit physiquement ce qu'il se passe. Mais on ne peut pas nier que c'est une douleur également pour l'entourage.
comment ils ont su t'accompagner? Comment... Moi, j'ai entendu des malades du cancer dire « on devient persona non grata ». Plus personne veut nous parler, on a presque l'impression que c'est contagieux. Comment se sont comportés tes amis, tes proches à ce moment-là? C'est difficile parce qu'à l'époque, j'en parlais très peu. J'ai vraiment fait un cheminement là-dessus parce que j'étais honteuse. Je me sentais comme pestiférée. Avoir cette mutation, cette malédiction dans la famille, c'était aussi conflictuel au sein des membres de ma famille propre. Donc, le noyau, c'était ma sœur, à l'époque, le papa de ma fille, donc qui était mon mari. Et ils ont respecté tout de suite ma décision, mon choix. Mais c'est vrai que je les ai laissés quand même beaucoup en dehors. Parce que comme un marathonien, comme une marathonienne, il fallait que je me prépare à cette épreuve physique. Donc, je me suis sentie soutenue, certes, mais seule dans mon choix et seule dans ma décision. Et ça, c'était très important pour moi. Après, c'est vrai que les médecins n'ont pas forcément approuvé ce geste, ce qui a été très lourd de sens pour moi, parce que j'avais besoin d'une caution et d'une légitimité que je n'ai pas trouvée auprès du corps médical. Approuver quel geste? Le fait de me faire enlever la poitrine pour eux, toucher médical, à des tissus sains. Quand on replonge vraiment dans le contexte il y a 10 ans, avant même qu'Angelina en parle, avant même que ce sujet-là soit mis vraiment au devant et proposé comme une solution, on ne me recommandait pas de le faire. On me disait, faites-vous surveiller, faites vos imageries médicales, faites vos IRM. Mais c'est vrai qu'on ne comprenait pas. Oui, attendez. Et c'est vrai que moi, dans mon caractère, j'avais pas du tout envie d'être cette proie. Et je me suis défendue comme j'ai pu. J'ai surtout essayé de motiver ma demande. Je me suis fait suivre psychologiquement pour prouver que ma demande était bien pensée et réfléchie. Et j'ai été trouver ce docteur, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'un, ce chirurgien qui accepterait de le faire. Donc, c'est vrai qu'il fallait beaucoup de motivation pour appuyer ce geste il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, Laetitia, tu es la fondatrice d'une association qui s'appelle Génétique Cancer. Tu accompagnes des femmes qui sont dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a quelques années. Il y a une approche et une dimension très psychologique là-dedans. Comment on devient psychologue malgré soi? Je dirais pas malgré soi, je dirais que c'est justement la route et ce cheminement, cette réflexion, cette façon de réfléchir aussi à tout ce qui nous arrive, qu'on se trouve un peu patient, expert en fait. C'est-à-dire que malgré nous, on a une expertise dans l'épreuve forgée qui nous permet d'accompagner les personnes qui se trouvent être confrontées à ce même type d'épreuve des années plus tard. Et c'est tant mieux, c'est pour ça que je leur ai demandé, j'ai demandé à toutes ces femmes, à tous ces hommes, de venir me rejoindre dans l'association pour qu'elles puissent elles aussi à leur tour devenir ce porte-parole. Je trouve que finalement, on ne parle pas assez de nos faiblesses. En France, c'est pas toujours une démarche qui est évidente. Et c'est aussi de ces faiblesses-là qu'on arrive à faire des forces. Donc, je pense que ça, c'est le plus important. Et moi, je trouve que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir vraiment cette lueur d'espoir pour l'avenir, pour les générations futures et pour nos enfants. Faire en sorte que ça puisse nous servir à construire. Comment tu te sens aujourd'hui? En pleine forme. En pleine forme, en pleine force. Ça a été très thérapeutique pour moi. Vraiment tout ça. Je pense que j'en avais besoin dans ma vie, j'en ai encore besoin. J'emmène ma fille vers cette voie-là, vers cette sérénité-là. Et je suis très très fière d'avoir finalement réussi à mobiliser toutes ces forces, les médias, des femmes aussi comme toi, qui ont entendu le message et qui ont eu envie aussi d'être engagées. Comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui au niveau de l'association? Alors, il y a plusieurs formes de soutien. On peut nous aider humainement. On a vraiment besoin de bénévoles, qu'on soit porteur ou non. Ça, c'est très important. Quand on est concerné par le cancer, cette force vive-là peut être nécessaire pour nous et on a vraiment besoin de ces forces-là. Oui. On peut nous aider évidemment financièrement parce que... En faisant des dons? En faisant des dons, en achetant. Vous allez retrouver d'ailleurs tout de suite le lien pour donner un petit peu d'argent et de temps à l'association Génétique Cancer.
juste là, sous la vidéo. On peut acheter en fait des produits de partage parce qu'on a une super marraine aussi qui a trouvé, donc Sandra Sisley, qui a trouvé un slogan qu'on adore. Qui soutient beaucoup l'association sur les réseaux sociaux. Oui, qui est physiquement sur le terrain. Oui, sur le terrain, qui est une mère incroyable aussi, qui a repris ce combat un peu en mère courage qu'elle est, elle aussi. Et c'est vrai qu'elle a trouvé ce slogan qui est incroyable en me disant, faut pas que t'aies honte, faut plus que t'aies honte de ton histoire et t'es un peu une madame sans gêne. Donc on a fait fabriquer des petits édits comme ça, violets, qui sont, c'est la couleur des cancers génétiques. Moi je vous en achète un, oui. C'est clair. J'en ai amené un pour toi, j'en ai amené un pour ta fille aussi. Ah, super, parce qu'il y a des petites princesses sans gêne. Je vais le mettre voilà, bah oui. Super. Et j'en ai un pour toi, j'en ai un pour ta princesse, voilà, pour nos enfants. C'est important que ce soit un sujet de famille, que ce soit des valeurs familiales qu'on transmette à nos enfants. Et donc c'est vrai qu'en portant ces petites capes de protection, comme je les appelle, c'est important de sens, il va super bien, voilà. Et je trouve que ça aussi c'est symbolique d'avoir ce produit de partage en vente, donc intégralement reversé à l'association. Nous on en fait aussi d'autres dons, on peut aussi subvenir des équipes de recherche aujourd'hui sur justement sur ces projets prometteurs pour continuer de lutter contre ces cancers génétiques. Et puis je crois que on a aussi vraiment pour vocation d'accueillir en fait toutes les idées, parce qu'on a édité des brochures d'information, il n'en existait pas sur l'intérêt du test. On a édité aussi des plaquettes sur l'annonce aux proches. On parle beaucoup de ces chirurgies dites de réduction de risque, alors qu'il n'existait pas de livret, pas de guide. Donc c'est vrai que voilà, les conférences, les tables rondes, on a vraiment aussi pour vocation de trouver des échos en fait, qui vont nous permettre aussi de pouvoir diffuser nos messages de sensibilisation, de prévention. Voilà, c'est les 3 façons qui sont des façons clés de pouvoir vraiment nous aider, nous soutenir. Et les femmes qui sont concernées et qui vivent actuellement la même histoire que toi peuvent être accompagnées par ton association, tout à fait, du soutien, du réconfort, parce qu'elles ne sont pas seules. Tu parlais de la solitude tout à l'heure, c'est important de vous dire qu'il y a des gens comme justement Laetitia qui sont là aussi pour vous accompagner. C'est un formidable témoignage, probablement un des plus beaux que j'ai reçus ici dans l'émission. Tu es l'illustration même de ce qu'on appelle effectivement la résilience. Voilà, ça nous donne de la force à nous tous et ça nous donne envie de te suivre sur les réseaux sociaux. On va vous mettre toutes les informations. Évidemment, tu as écrit aussi un livre qui est fort, moi qui m'a fait finir en larmes, voilà, où tu racontes ton histoire de femme. Et en tant que femme, je peux te dire que tu as tout mon soutien et toute mon énergie. T'es dédiée autant que tu en auras besoin. Merci, c'est un énorme cœur sur toi. J'ai les larmes, mais tu sais que c'est des larmes de joie. On pleure pas que dans le livre, on rigole aussi beaucoup. On rigole aussi. C'est aussi et les larmes doivent être aussi des larmes de bonheur. Exactement, hein. merci. Voilà. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci Laetitia. Merci. Et au plaisir. Alors, voilà. Merci infiniment pour ce témoignage, se prendre dans les bras aussi, ça fait du bien, c'est ce qu'on ne fait plus suffisamment je trouve. On se retrouve très prochainement avec une autre belle histoire dans Ondes Positives.